Bonjour à tous. La fin de semaine dernière, comme certains d'entre vous le savent probablement, c'était le match du Super Bowl qui opposait les Chiefs de Kansas City aux Eagles de Philadelphia. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je regarde un match de football, que je vois les joueurs évoluer sur le terrain, eh bien, il m'arrive de penser aux blessures potentielles et aux risques associés au jeu, plus particulièrement aux commotions cérébrales, car c'est un risque qui est bien réel pour les joueurs de football. Si le problème est sous-estimé, si après une commotion cérébrale, un joueur retourne trop vite au jeu, eh bien, cela peut avoir des conséquences graves. Donc, mon discours d'aujourd'hui va parler sur les commotions, l'impact sur le cerveau à court et à long terme pour les joueurs de football. Bien sûr, une commotion cérébrale peut arriver dans différents contextes, par exemple lors d'un accident ou euh, lors de d'autres disciplines sportives, mais pour ce discours-ci, je vais m'en tenir au football américain. Donc, premièrement, quand on parle de commotion cérébrale, de quoi est-ce qu'il s'agit? Qu'est-ce qui se produit à l'intérieur d'un crâne lors d'une commotion? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau est un organe fragile, mais qui est protégé par des membranes protectrices et par le crâne. Mais si il y a un choc soudain, eh bien, le cerveau peut se déplacer et se cogner à l'intérieur du crâne. Le cerveau est constitué de 90 milliards de neurones et ces neurones, grâce aux axones, transmettent des signaux pour pouvoir communiquer dans l'ensemble du cerveau. Les axones sont très fragiles et donc, en cas d'impact, les neurones peuvent s'étirer, voire même se déchirer. Non seulement les neurones ne peuvent pas communiquer entre elles dans un tel cas, mais en plus, les axones vont se dégénérer et vont libérer des toxines, ce qui va entraîner la mort de d'autres neurones. Et donc, c'est cette combinaison d'événements qui est à l'origine d'une commotion cérébrale. Les symptômes d'une commotion peuvent se manifester de différentes manières. Cela peut impliquer un évanouissement, des maux de tête, une vision floue, des problèmes d'équilibre, une altération de l'humeur, des troubles de la mémoire et du sommeil, et même l'apparition d'un état d'anxiété et de dépression. Parfois, les victimes d'une commotion cérébrale peuvent souffrir de ce que l'on appelle le syndrome post-commotionnel, le SPC. Les personnes qui sont atteintes de ce syndrome peuvent souffrir de maux de tête constants, de difficultés d'apprentissage et de symptômes comportementaux qui peuvent les affecter pendant des mois ou même des années après la blessure. Cela peut avoir un impact immense sur la vie des joueurs. Par exemple, un ancien joueur de l'université Vanderbilt, un dénommé John Burrow, a dit lors d'une entrevue au journal The Guardian que pendant les 6 mois où il a souffert de symptômes liés à ses commotions cérébrales, eh bien, il a vécu une des pires périodes de sa vie à cause des symptômes. Donc, le risque de retourner au jeu trop rapidement est très sérieux et cela a des conséquences qui peuvent devenir très graves. Il y a également un autre problème relié à cet enjeu.
Et c'est le fait que diagnostiquer correctement une commotion cérébrale peut être difficile. À l'heure actuelle, les méthodes ne sont pas toujours très fiables. Les médecins qui travaillent sur le terrain doivent se baser sur des signes cliniques et des symptômes rapportés par les joueurs. Par contre, les joueurs qui veulent retourner rapidement au jeu peuvent minimiser leurs symptômes. Il y a d'ailleurs beaucoup de controverses dans le milieu du football universitaire américain à ce sujet. Certains joueurs, certains entraîneurs et médecins parfois sous-estiment et dissimulent les symptômes des commotions cérébrales. Ça peut être fait soit par pression sociale, soit pour éviter de perdre du temps de jeu. Et les athlètes, particulièrement au niveau universitaire, peuvent être réticents à signaler une commotion parce qu'ils ont peur d'être exclus ou de perdre leur place dans l'équipe. Les entraîneurs aussi, parfois, peuvent minimiser la gravité de la blessure parce qu'ils veulent que leur équipe demeure compétitive. Donc, il y a des protocoles de sécurité qui ont été mis en place, mais il y a encore des lacunes par rapport à la mise en application des protocoles. Certaines institutions, comme la National Collegiate Athletic Association, ont été poursuivies en justice par d'anciens joueurs qui affirmaient qu'ils n'ont pas été suffisamment protégés contre les commotions cérébrales. Ils disent qu'ils n'ont pas été informés des risques à long terme. Et ces procès ont attiré l'attention sur la gestion inadéquate des commotions cérébrales dans le sport universitaire. Donc, les règles et les normes par rapport au retour au jeu sont en train d'évoluer. Il y a encore du chemin à faire, mais le sport est plus encadré qu'autrefois. Et cela peut faire une grande différence dans la vie des joueurs. Il y a aussi des avancées scientifiques très intéressantes par rapport aux commotions cérébrales. Par exemple, des chercheurs de l'Université d'Ottawa ont fait des tests sur des souris et cela leur a permis d'identifier certaines molécules qui sont produites en plus grande quantité suite à une blessure ou un choc. Si la recherche progresse, certains chercheurs affirment que ce sera peut-être possible un jour de diagnostiquer une commotion cérébrale grâce à une simple prise de sang. Bien sûr, la recherche n'est pas encore rendue là, mais cela demeure très encourageant. Pour conclure, s'il y a une commotion cérébrale, eh bien, il n'y a pas de remède magique pour un joueur. La vraie solution, c'est le repos et le retrait du jeu. D'habitude, les symptômes disparaissent en l'espace de 10 jours à 4 semaines environ. Les joueurs doivent éviter les activités stimulantes pour le cerveau, comme l'usage d'écran, la lecture ou les activités qui nécessitent beaucoup de concentration. Ensuite, il est possible de reprendre les activités, mais de façon graduelle pour éviter que les symptômes de commotion n'augmentent pas. Et finalement, il faut éviter la prise d'alcool le plus longtemps, tant et aussi longtemps que les symptômes de commotion sont présents. Merci beaucoup de votre attention.